Dossier 6, page 85, activité 4. On peut se demander aujourd'hui comment être hédoniste dans une société qui ne fait qu'annoncer des catastrophes. C'est pourtant la position de Michel Onfray. Noël Fantoni lui a demandé si l'hédonisme, une version plus universelle de la philosophie du plaisir que l'épicurisme, avait encore sa place dans ce monde. Il a plus que jamais une place justement, puisqu'il n'y a que des oiseaux de mauvais augure qui nous annoncent des catastrophes tout le temps, et l'hédonisme n'annonce pas de catastrophes, il annonce même plutôt des remèdes aux catastrophes. Donc il avait son sens il y a 25 siècles, il avait son sens à la Renaissance, au XVIIe, etc. Il a son sens encore aujourd'hui, me semble-t-il, c'est même aujourd'hui qu'il a plus que jamais son sens. Il s'agit de proposer une option optimiste, je ne suis pas sûr que le mot convienne, mais enfin une option qui est positive, le mot n'est pas très joli non plus, mais dans une situation, dans une époque où on a plutôt tendance à être dans le négatif, dans la désespérance, dans de ce que Spinoza appelait les passions tristes. Il y a une réalité, est-ce qu'une prise de position, je dirais, non pas égoïste, mais au moins personnelle, si on considère l'hédonisme comme ça, permet de prendre en compte ces réalités-là ? Un hédoniste, c'est d'abord quelqu'un qui fait un constat du monde comme il est, qui est un tragique plutôt. C'est pourquoi tout à l'heure je résistais sur le mot optimiste, parce que c'est vrai que l'optimiste, la plupart du temps, il voit le réel au mieux, le pessimiste, il voit le réel au pire, le tragique voit le réel comme il est. Et il faut un travail tragique pour être hédoniste, c'est-à-dire en tâche de voir le réel comme il est, et puis on propose des antidotes. Quelle serait votre définition en quelques mots de l'hédonisme ? Bon, écoutez, il y a une phrase de Chamfort, qui est un moraliste du XVIIIe siècle, que je cite souvent, parce qu'elle est l'impératif catégorique de l'hédonisme. Il dit « Jouis et fais jouir, sans faire de mal, ni à toi, ni à personne, voilà toute morale ». Et je trouve que l'idée de jouir, ça paraît assez clair, mais faire jouir, donner du bonheur, donner du plaisir, etc., sans faire de mal ni à soi ni à personne, c'est une phrase extrêmement simple, en même temps c'est un programme pour une existence tout entière. Donc l'hédoniste est celui qui dit que le plaisir, c'est le souverain bien. Le sien, le plaisir et le plaisir d'autrui aussi. Il faut maximiser le plaisir et il faut minimiser la peine et la souffrance. Sa douleur, sa peine, sa souffrance, il faut qu'elle soit au minimum. L'idéal, c'est même qu'il n'y en ait pas du tout. Et la même chose pour autrui. Et il s'agit de voir comment on articule cette jouissance personnelle et la jouissance d'autrui. C'est ce qui fait le charme et la définition de l'hédonisme. Et est-ce que la science a une quelconque importance pour l'hédoniste ? Je tâche de montrer qu'il y a des biotechnologies aujourd'hui et que les biotechnologies sont susceptibles d'un usage hédoniste. Et que faire reculer la douleur, la souffrance, dans des perspectives par exemple d'euthanasie, dans des perspectives de génie génétique, dans des perspectives de transgénèse, tout ça est l'occasion de faire reculer le mal et donc d'augmenter le bien, donc l'hédonisme. Dossier 6, page 87, activités 3 et 4. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons passé au crible 4 restaurants cotés afin de voir s'ils méritaient de figurer dans le guide des gourmands. Nous avons recueilli les témoignages de 7 clients parfaitement indépendants. Pour commencer, Georges et Arlette, 2 gourmets de longue date. C'était vraiment exquis, cette escalope de foie gras de canard poêlé. C'est vrai que je suis friand de foie gras, qu'il ne faut pas m'en promettre, mais celui-là, c'était le nec plus ultra. Moi, je ne regrette pas d'avoir pris les queues d'écrevisses. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bonne et je me suis vraiment régalée. J'ai également beaucoup apprécié le raffinement du service, la classe. Je me sens en forme pour aller voir un château maintenant. C'est vous dire, mais un seul. Et maintenant, José, fromager dans la région et grand amateur de tête de veau. On est un peu déçus. On a attendu à peu près 1 heure. Bon, en fin de semaine, ça peut paraître normal, hein. À 21h, on a enfin une table, et là, on nous annonce qu'il n'y a plus de tête de veau. C'est bizarre en début de soirée. Tant pis, on regarde la carte, et pour ma part, le podjevlech me tente, et là, c'était plutôt insipide, hein. Pas beaucoup de goût. Je pense qu'on n'y remettra plus jamais les pieds, hein, dans ce resto. Frédéric et Philippe, qui ont co-réalisé un livre gourmand sur la région, vont nous faire leurs commentaires éclairés. Moi, j'y ai fait un repas
gargantuesque. Un vrai délice, surtout les quenelles et la tarte aux pralines. Les gens étaient vraiment accueillants et affables. J'ai trouvé le cadre charmant. Mais je crois que Philippe n'a pas eu tout à fait la même expérience. De retour de vacances, je me faisais une fête d'y aller. J'étais sûr et certain d'avoir fait le bon choix, après avoir lu toutes les critiques sur les bouchons. Et patatras, je suis tombé de haut, j'ai trouvé la cuisine bâclée, trop cuite, les portions lilliputiennes et sans réelle saveur. C'est vraiment dommage, car le service est rapide et le patron très sympa. Et pourtant, c'est le même restaurant. C'est ça qui est incompréhensible. Enfin, Carmen et Damien, depuis toujours dans la région, pour notre 4e restaurant. J'ai fait apprécier notre spécialité de soupe de poisson à des étrangers. Eh bien, croyez-moi, ils ont pris beaucoup de plaisir. Et je suis sûre qu'ils vont garder un bon souvenir de notre ville. Il faut dire que c'est vraiment un bonheur, hein. Un émerveillement même quand toutes ces odeurs arrivent et puis après les saveurs. Un vrai régal. Je suis du pays, moi. J'en mange assez souvent, mais je ne m'en lasse pas. Ce que ça fait du bien de bien manger. Pour moi, c'était le top. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas fait un gastro de poisson. J'ai même trouvé que la note n'était pas trop salée. Avec cette vue sublime sur le vieux port, c'était idyllique. Que du bonheur. Dossier 6, page 88, activité 1. 1. Oh, ça manque de sel. Oui, elle n'a vraiment aucun goût, cette soupe. 2. Hier, j'ai fait du châtenay. Tu sais, cette sauce à base d'oignons, de sucre, de vinaigre et de poire. Tu m'y feras goûter. J'adore ça. 3. Elle est vraiment fraîche, cette sole. Elle a le goût de la mer. Oui, elle vient juste d'être pêchée. 4. Je vais mettre du sucre, car le pamplemousse sans sucre, ça me donne des frissons. Moi, je le mange comme ça. 5. Je trouve que cette sauce a vraiment le goût d'ail. Bah oui, j'ai eu la main un peu lourde, hein, je reconnais. Mais en fait, c'est comme ça que je les aime. 6. J'ai la bouche en feu. Oh, mais coupe-les tes merguez et fais des petites bouchées. 7. Quand j'étais petit, je n'aimais pas les endives. Ah, moi non plus. Faut dire qu'à cette époque, elles avaient un goût plus fort. 8. Ça me monte au nez. Attention, c'est de la vraie de Dijon. Dossier 6, page 89, activité 4. 1. Tu fais des heures sup maintenant? Si je fais des heures sup, c'est que j'ai du mal à finir les fins de mois. 2. Tu aurais pu me dire que tu partais en Espagne. Si je ne te l'ai pas dit, c'est que je n'ai vraiment pas eu le temps. Notre départ a été tellement précipité. 3. Tu n'as pas été très patiente avec lui pendant qu'il cuisinait. Si j'ai manqué de patience avec lui, toi, tu as manqué de délicatesse, en lui disant que tu préférais le taboulet que tu avais mangé au restaurant. 4. Finalement, j'ai pas envie de faire de dessert. Si je ne fais pas de dessert, faut que je rachète du fromage. Un camembert pour 6, c'est un peu juste. 5. Et ce repas, hier soir? Si on avait su, on aurait apporté du bon vin. On nous a servi de la vraie piquette. 6. J'ai ouvert les huîtres et j'ai préparé les moules. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je ferais? Tu es vraiment la fée du logis. 7. Je n'ai encore rien préparé pour le dîner. Avec ma copine, on tchatchait sur Internet, tu comprends? Si rien n'est fait dans 10 minutes, on n'a plus qu'à aller au restaurant. 8. Tu as vu? Je t'ai astiqué toutes les casseroles. Oh, bah si ça pouvait durer. Dossier 6, page 89, activité 12. 1. Moi, j'ai 2 enfants d'âge scolaire.
Ils ont tendance à escamoter leur petit déjeuner, et en plus, je ne suis pas sûre que les repas soient très équilibrés à la cantine. Qu'est-ce que vous me conseillez ? 2. Je viens d'emménager dans un immeuble où les voisins m'ont demandé de participer à leur association, le village vertical. Lors de l'arrivée des nouveaux occupants, chacun reçoit un bouquet et ils organisent des soirées chez les uns ou les autres, à l'occasion des anniversaires par exemple. Ils développent aussi des initiatives au profit des enfants. Les emmener chacun leur tour au judo, avoir un professeur de piano en commun, etc. Mais j'ai peur que certains voisins soient trop collants. Et je n'aime pas beaucoup la vie en communauté. J'hésite à accepter. J'attends votre conseil avisé. 3. Cet été, nous allons être de grandes tablées, pratiquement pendant toutes les vacances. Toute la famille va venir. Mais pas question de sacrifier un seul jour à la plage pour préparer le repas. Et pourtant, j'ai envie qu'on mange bien, hein. Mais c'est ça aussi les vacances. Aidez-moi à trouver les meilleures idées. Dossier 6, page 91, activités 7 et 8. François Cheng, vous êtes connu et reconnu pour votre œuvre de traducteur, de poète, romancier, philosophe, pour vos ouvrages sur la peinture chinoise et pour être l'animateur d'un dialogue culturel fécond entre la France et la Chine. Vous avez été élu à l'Académie française en 2002, au fauteuil 34. Vous êtes né en Chine et que vous êtes arrivé en France dont vous ne connaissiez pas la langue en 1948 à l'âge de 20 ans. C'est un long chemin qui vous a fait parvenir jusqu'ici. Vous avez la particularité de vouer une véritable passion à la langue française à laquelle vous avez consacré un livre intitulé Le Dialogue, dans lequel vous écrivez « Le destin a voulu qu'à partir d'un certain moment de ma vie, je sois devenu porteur des deux langues, chinoise et française, et surtout deux langues de nature si différente qu'elles creusent entre elles le plus grand écart qu'on puisse imaginer. Alors vous avez opté finalement pour une des deux langues, l'adoptant comme outil de création, sans que pour autant celle dite maternelle soit effacée purement et simplement. Dans votre dernier livre, 5 méditations sur la beauté, publié chez Albin Michel, vous n'avez pas manqué de poursuivre le défi d'écrire en français. En puisant aux sources de la langue et de la culture chinoise, vous avez voulu offrir au plus grand nombre le fruit de ces 5 méditations. François Cheng, vous abordez dans votre ouvrage le thème de la création artistique placée sous le signe du beau. Comment la définissez-vous ? Bien sûr, j'ai dit que l'univers est beau. Que vous voyez ou pas cette beauté, elle est là. Et pourtant, pas tout à fait. Parce que nous croyons complètement perdus au sein de cet univers. On n'est qu'un grain de sable au milieu du système solaire. Et le système solaire n'est qu'un petit coin au sein de la galaxie, alors qu'il y a des milliards de galaxies. Mais un Chinois ne voit pas tout à fait la chose ainsi. Je crois que tout le monde a vu plus ou moins un tableau chinois. D'ailleurs, un œil occidental ne manque pas de remarquer que, au sein de ce paysage représenté par des grands rouleaux, on voit un petit bonhomme qui est là. Pour un occidental qui est habitué à toute cette grande tradition de la Renaissance, c'est-à-dire l'homme est campé au premier plan alors que le paysage est relégué en arrière, on dit mais ce petit bonhomme, il est noyé dans la nature, il est perdu dans le grand tout. C'est la première impression. Mais pour un Chinois, c'est le contraire. Même pour un œil occidental, lorsqu'il commence à vraiment contempler ce paysage chinois, au début il admire les montagnes, les arbres, les brumes, les fleuves et tout ça. Mais il finit quand même par fixer son regard sur ce petit bonhomme qui est là. Et il va s'apercevoir que ce petit bonhomme, il est situé quelque part au cœur du paysage. Et il est en train de contempler ce paysage. Et petit à petit, le spectateur occidental, comme un spectateur chinois, finit par se mettre à la place de ce petit bonhomme qui a l'air perdu. Mais en fait, on finit par se mettre à sa place et on contemple le paysage à partir de sa position. Parce que ce petit bonhomme, en réalité,
est toujours situé quelque part à un point assez vital. Et on s'aperçoit que c'est autour de lui que le paysage tourne, s'organise. Non seulement ça, et on finit par penser qu'il est l'œil éveillé et le cœur battant du paysage. Eh bien, c'est ainsi que les Chinois conçoivent notre place au sein de l'univers. Donc, nous sommes là, nous faisons partie du programme de l'univers vivant. Peut-être il y a d'autres êtres vivants dans d'autres planètes, mais ça n'enlève en rien notre rôle, notre grandeur. C'est être, encore une fois, je le répète, l'œil éveillé et le cœur battant de l'univers. Il faut que cette scène soit captée par un regard. Par un œil. Bilan, page 97. Alors vous allez voir tous les candidats au présidentiel et ils vont tous effectivement vous convaincre qu'ils sont très érudits, très historiens et ils auront potassé la note préparée par un collaborateur avant. Moi, j'ai pas envie de vous laisser croire ça parce que je m'en veux de ne pas avoir été plus attentive. Pendant le cursus éducatif, pendant mes années de collège et de lycée, j'ai trouvé ça mortellement ennuyeux et je n'ai considéré l'histoire que comme un sujet qui me permettrait d'avoir quelques points de plus au baccalauréat. Hein. Il faut dire les choses comme ça. Je n'ai rien retenu, rien compris de l'histoire. Et c'est après, en m'interrogeant effectivement sur le sens de mon engagement politique, sur les expériences accumulées par l'humanité, que je me suis reproché assez amèrement de ne pas avoir été en mesure de me forger une solide culture en la matière. Voilà. Dans les premières années de ma vie, mes références historiques ont été extrêmement ludiques. C'est Astérix, c'est les lectures de Fripounet et Marisette où il y avait volontiers des fresques historiques dessinées. Avec comme fond les croisades, les Incas, les Égyptiens, etc. Je n'avais pas du tout conscience du fait que ça reposait sur des faits qui avaient éventuellement existé, puis qui devaient être singulièrement déformés par le traitement BD ou le traitement romanesque. Est-ce que dans votre famille, on parlait d'histoire et de quels événements historiques ou de figures historiques on parlait en particulier, hormis Astérix ? Évidemment, je choisis de vous répondre sur un mode un peu provocateur parce qu'on parlait pas d'histoire, ou plutôt on évoquait des événements de l'histoire récente dont je ne percevais pas que c'était de l'histoire. Ma mère a grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale dans une maison qui avait été réquisitionnée par l'armée allemande. Quand elle me racontait les chapelets de saucisses pendant aux solives de la salle à manger, interdite évidemment aux enfants, quand elle me racontait la gifle que lui a donnée sa mère parce qu'elle avait accepté un bonbon d'un des soldats qui occupait la maison, je n'avais pas conscience qu'il s'agissait d'événements qui s'inscrivaient dans l'histoire. En fait, mon premier vrai contact avec l'histoire, avec un grand H, c'est le contact avec une femme extrêmement impressionnante, petite, sèche, exigeante, et pourtant tellement humaine et tellement généreuse, qui a été mon professeur d'histoire en 6e. Elle s'appelait Mademoiselle Yenny, j'ai appris son prénom par la suite, mais on ne se serait jamais risqué à l'appeler par son prénom à l'époque. J'ai appris plus tard qu'elle était militante socialiste, elle a été plus tard maire d'une commune du territoire de Belfort. Mais je lui dois le lien entre l'histoire avec un grand H et la réalité concrète dans laquelle j'ai évolué dans mon enfance. La perception du temps long, la perception des différentes étapes par lesquelles évolue l'humanité. Comment l'être humain acquiert son individualité. Dossier 7, page 100, activités 1 et 2. Claude Lévi-Strauss, on sait vos préoccupations, la passion que vous accordez à la science, à l'ethnologie, la tendresse que vous portez au monde des mythologies. Vous appartenez à la fameuse tribu de l'Académie française. Vous étiez également de la tribu du Collège de France. Alors il y a aussi ses parents qui étaient des artistes, mais qui étaient dans le même temps tout à fait un croyant. Et votre mère, fille de rabbin,
avez quand même grandi dans une autre atmosphère. Alors, comment êtes-vous aujourd'hui ? Je crois que vous n'avez jamais été inquiété par le sentiment religieux. Non, je n'ai jamais eu de préoccupation religieuse ce qui me concerne. Et oui, bien sûr, je connais ce passé et j'ai vécu même dans un milieu très religieux, puisque pendant la Première Guerre mondiale, j'ai vécu chez mon grand-père le rabbin à Versailles. Vous étiez intolérant à ce moment-là ? Très intolérant. Intolérant de quelle manière ? Et je me rappelle que quand je me suis marié, mon premier mariage, c'était au lendemain de l'agrégation. Et juste avant de prendre mon premier poste, j'ai naturellement refusé un mariage religieux. Et en allant dire au revoir à mes grands-parents, mon grand-père a essayé subrepticement de nous donner sa bénédiction. C'est absolument comme si un serpent m'avait mordu. Enfin, vous avez refusé ? En l'air, et j'ai refusé. Et je le regrette beaucoup, j'en ai beaucoup de remords. Parce que Dieu sait que depuis, j'ai accompli des gestes religieux, et dans un grand nombre de religions, sans me sentir du tout offensé ou gêné. Et j'ai peiné ce symptôme de façon tout à fait inutile, mais j'étais comme ça. Alors vous êtes devenu marxiste et vous êtes devenu également militant. Aujourd'hui, vous pourriez être le philosophe du Parti socialiste ? Non, je pourrais pas. Je ne pourrais pas. Parce que, si vous voulez, je ne crois plus à la réflexion politique. Plus du tout ? Plus du tout. Alors toute votre vie, vous avez exploré vraiment tous les domaines du savoir. Non. Beaucoup de domaines du savoir. Je sais bien que vous refusez le titre de savant, que vous méfiez de tous ces termes-là, et qu'en fait, vous êtes un tout petit peu marginal. Ça ne me mécontenterait pas. Non, ça vous plairait même tout à fait. Hein. Et vous dites même, je suis un homme du 19e siècle. D'ailleurs, vous avez dit, je n'aime pas les hommes de ce siècle. Écoutez, je le vois détruire tout ce à quoi je suis attaché. La nature, en tout premier lieu, la diversité des espèces, la diversité des cultures. Je sais très bien que tout ça appartient à une époque révolue. Alors je mets ça au 19e parce que je me dis que je serais probablement un peu moins dépaysé au 19e qui est plus près du nôtre et où toutes ces choses existaient encore. Dossier 7, page 107, activités 4 et 5. La fondation d'entreprise, ça part d'une idée simple, l'idée qu'il y a dans les entreprises un immense réservoir de compétences et de bonne volonté, et qu'il y a dehors de grands besoins qui ne sont pas couverts. Il suffit donc d'adapter les uns aux autres, d'autant plus que les fondations d'entreprise, c'est bénéfice pour tout le monde, pour les bénéficiaires évidemment déshérités du Nord ou du Sud, associations œuvrant au développement économique, au soutien scolaire, à l'accompagnement des malades, tout bénéfice aussi pour les salariés qui donnent un sens à leur vie et ont l'occasion de participer à une mission de solidarité internationale, tout bénéfice enfin pour l'entreprise qui soigne son image à l'extérieur et qui renforce son lien avec ses salariés, des salariés qui n'en sont en général que plus motivés par l'expérience. On en parle avec nos invités. Constance Nora, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Club Med. Alors au Club Med, 12% des salariés s'intéressent à ces initiatives humanitaires qui prennent plusieurs formes. 12%, c'est un chiffre énorme. Ça représente 3100 bénévoles dans le monde. Alors, parlons maintenant de ces 3100 bénévoles. Ce sont les géos à travers le monde. Est-ce que c'est né d'une forme de culpabilité d'être dans les plus beaux pays du monde, sur les plus belles plages du monde, confronté quand même à la misère au quotidien ? C'est pas né d'une culpabilité, c'est né d'une attention et d'un regard sur son environnement. On peut pas être jeune à l'heure actuelle, et beaucoup de jeunes sont de plus en plus soucieux de ce qui se passe dans le monde, sans avoir dans ces pays une vision de ce que peut être la population avoisinante et l'envie de s'y impliquer. Je vous donne un exemple. En Afrique, effectivement, nous faisons 2 programmes, et ce sont des programmes éducatifs et d'insertion par le sport. Bon, je vais faire un peu de provocation, mais est-ce que c'est pas un petit peu facile que, finalement, de vivre dans un club méditerranéen, puis d'ouvrir de temps en temps les portes aux gamins du quartier ? Alors, ce serait facile si nous les recevions uniquement chez nous. C'est beaucoup moins facile pour un géo qui travaille beaucoup, qui accueille nos clients, de sortir du village, de donner son temps de liberté ou des heures en plus le soir pour aller visiter les projets,
accueillir, encadrer ces enfants. Il faut se souvenir aussi que beaucoup de nos géos sont du personnel local et qu'ils sont de ce pays et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est eux qui ont eu un parcours favorisé, de donner accès à ce parcours à leurs petits frères et petites sœurs, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent. Mais Claude apparemment n'est pas de cet avis. Claude est anthropologue, c'est ça ? Oui, je suis anthropologue et je trouve pour le moins cocasse que quand on parle de plus en plus de la violence qui s'exerce dans les entreprises, ces entreprises veuillent se refaire une virginité en allant vers ces bons sauvages des pays du Sud pour leur apporter quoi ? Enfin, la violence des entreprises n'est pas dans toutes les entreprises non plus. Quel savoir, quelle légitimité ont ces entreprises, quelle connaissance des pays du Sud. Ces entreprises sont parties pour y faire du tourisme, pour gagner de l'argent et jamais dans un désir de connaissance de l'autre. Dossier 8, page 114, activités 1 et 2. Frédéric Mallet reçoit dans son émission Christiane Joly, sculptrice, pour évoquer la ville d'Arles et la Camargue dont Christiane est originaire. Toutes deux ont un attachement particulier pour cette région. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors Christiane, merci beaucoup d'avoir accepté de passer un moment en notre compagnie. Je voudrais tout de suite que nous parlions d'Arles pour faire un peu de tourisme sentimental. Je le dis de manière très égoïste, parce que moi, j'ai découvert Arles il y a seulement une vingtaine d'années et j'en suis restée absolument éblouie. Alors vous revenez vers Arles, Christiane, dans Arles, où il y a tant de lieux vraiment admirables à contempler. C'est une ville évidemment très ancienne, une capitale de la Gaule. Et même avant cela, une ville fondée par les Grecs. C'est une ville complètement théâtrale, théâtralisée, qui a toujours suscité chez ceux qui l'habitent des réactions comme ça d'acteurs. On est sur une scène en permanence là-bas. C'est une ville de spectacles et de couleurs. Oui, alors donc dans ce petit voyage de tourisme sentimental, j'avais noté plusieurs endroits, mais il y en a un pour lequel j'ai une tendresse particulière. C'est le musée d'Arles. Le musée d'Arles est en train d'être restauré, alors ça me fait très très peur. En fait, c'était un musée que l'écrivain Frédéric Mistral, grâce à l'argent qu'il avait touché avec son prix Nobel en 1909, avait décidé d'offrir à la ville un musée des arts et traditions populaires arlésiennes. Ce musée n'a jamais changé. Et moi, c'était mon refuge, bien sûr, quand j'étais enfant. Une dame qui était dans ma famille, une dame très âgée qui m'a quittée depuis pas très longtemps, m'amenait dans ce musée tous les jeudis et elle me faisait lire le latin et le grec quand j'avais 5-6 ans. Donc, c'est là que j'ai pris racine. Sans ce musée, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est cette histoire-là qui a suscité ma vocation d'artiste. Dossier 8, page 118, activité 5. 1. Vous demandez d'enseigner le breton à l'école élémentaire. Notre requête est légitime. Nous nous battons depuis un siècle pour faire reconnaître le breton comme une langue à part entière. 2. Il est clair que les financements de la région seront attribués selon les priorités exprimées par les représentants de l'État. Nous ne pouvons pas nous entendre sur ce point. Les élus ont leur mot à dire. 3. Il faudra nommer des instances intermédiaires de participation citoyenne. J'y suis hostile. Des instances non élues n'ont aucune légitimité. 4. Le comité régional des sports a décidé de transformer le stade Lambert pour accueillir certaines disciplines olympiques. Nos positions divergent sur cette question, vous le savez. Le stade a été construit grâce aux supporters actionnaires du club de football, et ils sont très partagés sur le sujet. 5. Le conseil régional avait proposé son partenariat pour l'opération Voile en fête. Pourquoi refuser ? La région voulait faire le choix des sponsors, et cela relève de nos prérogatives. D'ailleurs, il faut promouvoir avant tout les initiatives de la ville. 6.
La Commission européenne a contribué pour 560 000 € à la création de nos équipements sportifs. C'est une contre-vérité. À peine 200 000, j'ai les chiffres sous les yeux. Dossier 8, page 121, activités 5 et 6. À l'occasion de la Semaine de l'Europe du 7 au 15 mai 2007, la radio Canal Académie propose un entretien avec Claude Agege, agrégé de lettres, linguiste, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire de linguistique au Collège de France. Au micro de Philippe Laburte-Tollerat, Claude Agege évoque la place du français dans le monde et s'exprime sur le problème de la préservation des différentes langues en Europe. Vous savez que j'avais une question à vous poser. Vous êtes d'un côté un champion de la francophonie et d'un autre côté, vous êtes partisan du plurilinguisme et vous trouvez qu'il est très bon de pratiquer deux langues dès la petite enfance si on le peut. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce paradoxe apparent ? Je résume en 2 mots. Oui. Il n'est nullement contradictoire de promouvoir le français d'une part et en même temps d'autre part de prôner la diversité, car le fait même que sont adhérents à la francophonie un certain nombre de pays extrêmement divers qui représentent autant de langues montre que ceux qui se regroupent autour de la francophonie se regroupent en fait au nom de la diversité. Le français étant certes un point commun de ralliement entre eux, mais le français est bien devenu, paradoxalement, le symbole de la diversité. C'est pourquoi je ne peux pas vivre comme une contradiction de prôner à la fois les deux. Oui, mais si j'ai bien compris, ce que vous réclamiez, c'est qu'on apprenne très jeune une seconde langue. Mais oui. Comment est-ce que c'est possible pratiquement ? C'est très simple. Il est question maintenant, en Europe occidentale et méridionale, malheureusement, la menace se précise d'introduire l'anglais comme langue obligatoire. Et alors moi je dis, on ne doit pas introduire l'anglais comme langue obligatoire, on doit introduire 2 langues obligatoires, pas une seule, mais 2. Eh bien l'autre, ce sera obligatoirement une autre que l'anglais. C'est pourquoi je prône le bilinguisme obligatoire, pour qu'il y ait un équilibre. Et quand on m'objecte que ça peut poser des problèmes, je ne sais pas moi, de dysesthésie, de personnalité perturbée, etc. L'objection qu'on fait, oui. L'objection que l'on fait, elle est d'ordre neurophysiologique, je dirais, elle est absurde. Nous savons, par les recherches que l'on fait partout en laboratoire, des très bonnes équipes canadiennes, françaises, allemandes, l'ont prouvé, que non seulement les enfants ne sont pas écrasés dans trop grand nombre de disciplines à apprendre, mais que leurs neurones et leurs capacités, les capacités d'absorption de connaissances sont en état, dans la totalité des systèmes d'enseignement primaire européens, de sous-exploitation. Dossier 8, page 124, activités 2 à 6. La peur du gendarme et des radars en France n'existe plus ou presque. Les derniers chiffres de la sécurité routière sont mauvais, 8,1% de morts en plus sur les routes en avril, 399 morts, quelques 9000 blessés le mois dernier. Nous repartons sur une mauvaise pente. Mauvaise nouvelle pour la France, bonne nouvelle pour l'Europe et pour la Suisse. En décembre prochain, un nouveau tunnel sous les Alpes suisses sera ouvert au trafic ferroviaire. Les rames y circuleront à 200 km/h. Le trajet Bâle-Milan s'effectuera en 4 heures, c'est un exemple. Avec vous, Michel Jacquer, un peu de géographie d'abord. Expliquez-nous où se trouve ce tunnel. Eh bien, tracer une ligne qui va de Bâle, au nord de la Suisse, à Berne, et continuer tout droit vers le sud jusqu'à Zermatt, connu du monde entier. C'est sur cet axe que se trouve ce tunnel de 21 km de long, grâce auquel le centre de Paris sera à 7h30 du centre de Milan. Les Belges sont de plus en plus nombreux à prendre le train, même si les trains n'arrivent pas toujours à l'heure. Le coût de l'essence et les embouteillages y sont sans doute pour quelque chose. À Liège, la SNCB a décidé d'innover, Robin Cornet. Oui, c'est une idée qui vient des syndicats, ouvrir une crèche au sein même de la gare. D'abord pour les enfants des cheminots dont on sait que les horaires sont difficiles, et puis l'idée a germé d'ouvrir cette crèche aussi aux enfants des navetteurs. Voilà, et le souhait est de faire coïncider l'ouverture de cette crèche avec l'inauguration d'une toute nouvelle gare à Liège. D'habitude, ce sont les cantons urbains qui donnent le la en matière de réforme avant-gardiste en Suisse. Eh bien, surprise, le week-end dernier, c'est un petit canton alpin
qui a révolutionné ses droits civiques, Michel Jacquard. Ce canton, c'est Glaris, 39 000 habitants seulement. Dimanche dernier, sa population a abaissé la majorité civique à 16 ans. Une première dans l'histoire suisse. Dès le mois prochain, les jeunes de 16 ans pourront voter sur des sujets cantonaux et communaux. Les pionniers glaronnais alimentent maintenant les forums politiques du pays et ils vont sans doute faire des émules. Dossier 9, page 128, activités 1, 2 et 3. Jeannot, Québécois vivant en France depuis une trentaine d'années, explique le phénomène de la mondialisation et donne son point de vue. Alors si on me dit mondialisation, ça fait référence, j'essaye d'avoir une vision, d'abord ce que ça me dit tout de suite, économie, parce que c'est un concept qui est associé au champ lexical de l'économie. Et voilà, donc à partir de là, la manière la plus générale d'aborder l'économie, à mon avis, c'est de partir de la problématique capital-travail. C'est-à-dire que le capital et le travail ont des intérêts antagonistes. Le capital s'arrange toujours bien, essaye toujours de payer le travail le moins cher possible. Et je pense que la mondialisation qu'on vit à notre époque, si on le regarde avec cette logique-là, c'est-à-dire que le capital essaie de trouver du travail pas cher, ça explique énormément une grande part de la problématique de la mondialisation. Pour toi, elle existe vraiment, la mondialisation? Elle existe absolument. Comment elle se manifeste? Elle se manifeste par des échanges entre pays. C'est-à-dire entre pays qui sont de plus en plus loin géographiquement et qui ont des intérêts et des relations économiques très fortes, même en étant très loin géographiquement. Je pense que c'est ça la mondialisation. Et ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Par exemple, il y a 50 ans, avec qui on faisait du commerce essentiellement? Avec ses voisins immédiats. C'est toujours vrai. Mais actuellement... Plus ça va, plus on va loin, en fait. Plus ça va, plus on va loin. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, un des partenaires majeurs de l'Union européenne au niveau commercial, c'est la Chine. C'est vrai aussi des États-Unis. Alors, pour pouvoir constituer des échanges qui se passent au niveau mondial, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Il faut d'abord que le capital soit extrêmement mobile, à savoir, si on a besoin de construire une usine à 3000 km parce que les travailleurs coûtent moins cher là-bas, il faut que plusieurs millions de dollars soient transférables dans le pays de destination immédiatement, sous quelques jours. La deuxième condition extrêmement importante pour la mondialisation, c'est que les télécommunications et l'informatique soient planétaires et mondialisées. Et ça, c'est tout à fait le cas avec Internet, avec les capacités des réseaux. Troisième condition réunie, c'est que les pays d'accueil soient extrêmement complaisants. C'est-à-dire que si le pays d'accueil, la Chine, l'Inde, la Thaïlande, tous les pays qui ont des réserves de main-d'œuvre pour l'instant non qualifiées, quoique ce n'est pas vrai avec l'Inde et la Chine qui ont des main-d'œuvre extrêmement qualifiées, que ces pays soient d'accord pour qu'une partie de leur population active travaille pour des, entre guillemets, firmes étrangères. Si les pays ne sont pas d'accord, il n'y a aucune mondialisation possible. Donc il faut une grande complaisance des pays d'accueil. La quatrième condition, c'est l'homogénéisation des cultures d'entreprise. Il n'y a rien qui ressemble plus à un cadre d'entreprise mondialisé qu'un autre cadre d'entreprise d'une autre entreprise mondialisée. C'est-à-dire que les écoles de commerce de par le monde forment des managers qui sont des clones les uns des autres
et qui peuvent parfaitement en quelques jours passer d'une boîte à une autre. Alors il y a une cinquième condition, c'est que les coûts de transport des marchandises d'un pays à l'autre, et en particulier les coûts de transport maritime, sont dérisoires. Par exemple, quand on transporte des tomates du sud de l'Espagne au nord de l'Europe, les coûts de transport représentent 1% du coût de vente de la tomate. Donc on sous-paye le transport. Ça a des impacts écologiques terrifiants de voir cette noria de camions sur les autoroutes d'Europe. Ça a des impacts écologiques épouvantables au niveau des avions qui transportent des légumes entre l'Amérique du Sud et l'Europe. C'est épouvantable. Au niveau des bateaux, c'est épouvantable. Si les exigences de sauvegarde de la planète étaient respectées. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mondialise. Et à quel prix? Au prix de notre propre survie, puisqu'on détruit la planète en favorisant des échanges comme ça. Toi, donc, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Comme je me méfie beaucoup de la violence que le capital impose à la société, je suis a priori contre. Parce que je trouve que pour l'instant, il y a beaucoup plus de mal à délocaliser que de bien. Il y a certainement beaucoup de biens pour le capital, mais le bien que le capital retire de la mondialisation, il a une contrepartie en mal, et cette contrepartie-là en mal, c'est l'écologie, c'est le risque pour les pays d'accueil qui sont obligés de s'occidentaliser à la vitesse grand V, et à notre niveau, nous, dans les pays entre guillemets riches, ça crée aussi d'énormes problèmes sociaux parce que ça oblige les gens à s'adapter à une vitesse beaucoup trop grande. L'humain est toujours très en retard sur le capital et ça fait d'énormes difficultés sociales. Donc je pense que globalement, il faudrait freiner la mondialisation, mais très fortement freiner. Or, actuellement, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est qu'on l'accélère au maximum. Et ça va certainement péter un jour ou l'autre. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour freiner le phénomène de mondialisation dans votre vie? J'essaye de me battre par tous les bouts. C'est-à-dire que je n'ai pas de télé, je n'ai pas de téléphone portable. J'essaye d'utiliser ma voiture au minimum. C'est-à-dire que j'essaye de vivre le plus spartiatement possible en sollicitant le moins possible ce qui vient des grosses entreprises. J'achète bio systématiquement. Je ne veux rien avoir à faire avec l'agriculture mondialisée. Donc j'essaye par plein d'aspects de ma vie quotidienne, j'essaye de me cantonner, d'éviter un maximum de dépenser mon argent dans les biens et les services offerts par les multinationales. Ça, j'y tiens énormément et j'y pense chaque jour et j'essaye vraiment de faire un gros effort de ce point de vue-là. Dossier 9, page 132, activité 1. 1. C'est ce qu'il me fallait, exactement ce qu'il me fallait. Ça me convient parfaitement, moi qui suis tête de linotte. Mais le problème, c'est que je suis obligée de garder les yeux rivés sur ma casserole pour guetter le lion qui apparaît sur la coquille. Finalement, c'est pas si bien que ça. J'aurais préféré qu'il y ait une alarme pour pouvoir faire autre chose en même temps. En plus, ça me dégoûte un peu cette encre qui apparaît tout d'un coup. 2. Moi, je suis un inconditionnel de la pesanteur. Dormir dans les airs, c'était une espèce de rêve inaccessible que j'ai pu réaliser. Un vrai bonheur. Et c'est du solide avec ses aimants. 3. J'avoue que j'étais bluffé. Je n'en reviens pas. Ça m'a tout à fait convaincu. Je suis resté parfaitement sec sous une véritable averse. Je vous jure. Il y a comme une espèce de matériau moderne qui imite la fleur de lotus et l'eau ne peut pas pénétrer le tissu. Ce qui fait qu'on peut le ranger tout de suite. T'as pas besoin de le faire sécher. Génial, non? 4. Je vous dis pas.
Quand on m'a enfermée dans une pièce avec lui, j'étais un peu déconcertée. Je n'arrivais pas à croire que ça allait marcher, et que je n'allais pas éternuer 36 fois, comme toujours quand j'en vois un. Eh bien non, c'est vrai, ce n'est pas des histoires, même pas un picotement des yeux. Par contre, cette invention me laisse perplexe. Je ne sais pas trop quoi en penser, parce que c'est quand même pas naturel comme résultat. Tous ces croisements entre différentes races. 5. C'est complètement débile ce truc. Quelle absurdité. Il m'a proposé un château Margaux 78, alors qu'un bon Cahors de l'année aurait parfaitement convenu avec ma part de Roquefort. Ça prouve bien que ce genre de machine est basé sur des standards traditionnels, et ça correspond pas forcément à une connaissance personnalisée des crus. Il paraît que ça marche à infrarouge. 6. Ce n'est pas totalement inepte de pouvoir moins transpirer quand on fait du sport. C'est même assez bien vu, mais j'ai peur qu'à la longue, ça pue un peu et qu'il faille le laver après chaque usage. Dossier 9, page 135, activité 4. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on invente au XXIe siècle? Souvent, je me dis une pompe à nuages. Une pompe à nuages? Oui, un aspirateur à nuages pour aspirer les nuages. Mais bon, de toute façon, on est en train d'inventer un peu malgré... À cause de la météo. Hein? À cause de la météo. C'est ça, oui, à cause de ces nuages qui passent devant mon soleil. Et si je te demande l'invention du XXIe siècle, qui sera pour toi une grande merveille, quelque chose qui va te faciliter la vie, qu'est-ce que tu me dis? Alors si on avait une, je choisirais immédiatement celle de pouvoir, l'invention qui me permettrait de voyager en un clin d'œil. Avec ce voyage, c'est l'envie de connaître d'autres gens, d'aller voir d'autres cultures, d'autres lieux. Et j'ai toujours du mal à accepter l'idée que pour aller à un autre endroit, il faut tout prévoir longtemps à l'avant, qu'il faut se déplacer, réfléchir aux connexions, réserver, tout ça. Si je pouvais voyager en un clin d'œil, et si quelqu'un m'offrait cette invention-là, je crois que ça serait le bonheur. Dossier 9, page 138. Activité 3. 1. Je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent qu'il faut avant tout la protection, la sécurité. Il faut développer le goût du risque et l'esprit de compétition, plutôt que d'inciter les gens à vivre dans un cocon. 2. Je suis d'accord pour que les gens s'enrichissent par leur travail. Pourquoi pas? Mais je ne vois pas pourquoi des gens remerciés pour cause de mauvais résultats partiraient avec une indemnité représentant 350 années du salaire d'une caissière. 3. Il y a encore pire. Ce sont les gens qui continuent à rouler en 4x4 dans les grandes villes. On devrait les taxer proportionnellement aux nuisances qu'ils entraînent. 4. Je suis tout à fait d'accord pour que nous interdisions les animaux domestiques en cage, d'autant plus qu'un animal dans une cage, ça n'a rien de décoratif. 5. C'est vrai qu'avec Internet, les jeunes n'ont plus besoin de voyager pour connaître, comprendre et communiquer avec des jeunes du monde entier. Mais jusqu'à un certain point quand même. Rien ne vaut les vrais échanges dans le pays. Et ce serait vraiment une bonne chose d'obliger les jeunes et de leur donner les moyens de partir un peu à l'étranger. 6. Les gens qui disent que les opportunités offertes par la mondialisation sont immenses vont un peu loin. Tout le monde ne pourra pas en profiter. C'est pas aussi simple que ça. 7. Ce qui me paraît un peu exagéré et utopique, c'est de dire qu'à long terme, nous aurons tous de quoi vivre et qu'on atteindra le même niveau de vie. Je n'y crois pas trop, même avec le temps. Bilan, page 141. Un petit mot sur la régionalisation. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des régions en France ? On va avoir de plus en plus de pouvoir local, c'est ce
c'est le mouvement politique actuel, de donner plus de pouvoir décisionnel aux régions, aux collectivités, pour pas faire une France trop centralisée. Donc je pense que les mouvements vont s'accentuer et que le poids de la région sera de plus en plus fort au sein du pays. Mais en revanche, le mouvement aussi autre, c'est d'avoir des fédérations de pays rassemblées sous une même communauté, sous une même bannière. C'est comme ça qu'on a créé l'Europe. Alors, c'est pas encore une fédération, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et qu'à l'avenir, je pense qu'avec la mondialisation, on va s'apercevoir qu'on va probablement voir apparaître des grands groupes qui existent déjà, mais des grands groupes de pays. Et donc forcément, les régions prendront de l'importance et du poids, mais au sein de territoires géographiques, politiques, qui vont s'agrandir et donc qui vont se diluer un petit peu. Donc plus de pouvoir local, mais au sein de grands collectifs beaucoup plus importants que ce qui existe aujourd'hui. Pour toi, il faut plutôt lutter contre la mondialisation ou au contraire l'encourager ? Je ne pense pas que le terme de mondialisation soit un épouvantail, je ne pense pas qu'on puisse s'en servir non plus comme épouvantail. Il y a un mouvement qui existe, qui est fort, qui est une mondialisation des échanges, une mondialisation des transports, une mondialisation qui là du coup moi me semble souhaitable dans la mesure où elle entraîne aussi la tolérance, les mixages et tous les croisements entre les personnes. Après, quand la vraie question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a comme garde-fou, qu'est-ce qu'on a comme barrière, voir quel type de mondialisation économique on peut créer, de manière à ce que ce ne soit pas au niveau mondial les plus riches qui restent les plus riches et les plus pauvres qui restent les plus pauvres. S'il y a une mondialisation, il faut qu'elle soit aussi dans le partage économique. Et c'est pas forcément ce qui existe aujourd'hui, et c'est ce vers quoi il faut tendre. DELF B2, premier exemple. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Sciences et Vie et vous vouliez nous parler de nutrition, justement. Oui, enfin vous n'êtes pas sans savoir que la nutrition devient une préoccupation de premier ordre, une préoccupation pour les autorités de santé qui voudraient qu'on mange mieux pour combattre l'obésité galopante, et une préoccupation pour les vacanciers sur le départ qui mènent leur dernier combat contre les kilos accumulés contre cet hiver. Donc une situation qui préoccupe aussi beaucoup l'industrie agroalimentaire, qui aimerait bien pouvoir continuer à nous vendre son sucre, ses graisses, ses vitamines en excès, le sel, etc. Enfin, autant de produits qu'on nous recommande d'éviter, justement. Alors, qu'est-ce qui se passe, Philippe, en ce moment ? Eh bien, les industries alimentaires sont en train de s'efforcer de trouver les moyens de redresser cette situation critique pour elles. Et le premier de ces moyens est pas très glorieux, il consiste à minimiser l'impact des campagnes de santé. Et si l'on en croit le Canard enchaîné de la semaine dernière, l'Association nationale des industries alimentaires aurait réclamé que les spots télévisés prévus par la Direction générale de la santé soient profondément modifiés sous prétexte qu'ils auraient pu nuire à l'image de leurs produits. Alors du coup, on ne verra pas ces spots et leurs concepteurs doivent revoir leur copie. Ça, c'est vraiment du lobbying assez classique quand même, hein. Oui, ça c'est une façon de faire pas très jolie mais assez classique. Cela dit, cette défense prend un tour beaucoup plus subtil avec une idée géniale qui est de montrer que si nous sommes de plus en plus gros et malades, ce n'est pas à cause de notre alimentation trop riche, mais à cause de nos gènes. En montrant que tout n'est pas mauvais pour tout le monde, il n'y a plus besoin de ces grandes campagnes nationales de modération qui nuisent au petit commerce. Le but ultime, c'est d'adapter l'alimentation au profil génétique de chaque individu. Exercice 2. Denis Maupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Paris, chargé des transports, de la circulation, du stationnement et de la voirie. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur vous, évidemment? Vous êtes traité d'ayatollah, de bolchevique. Un type qui ose s'attaquer comme ça aux voitures, c'est le sacrilège suprême, on le sait. Mais il y a peut-être une cohérence dans tout cela, parce qu'on va rappeler que les transports, en général, c'est 20% de l'énergie mondiale et 55% du pétrole. Et donc là, vous êtes venu, non pas à ce titre-là, mais en tant que président du Club des villes cyclables. Alors qu'est-ce que c'est le Club des villes cyclables, s'il vous plaît? Le Club des villes cyclables,
cyclables, c'est l'association en fait de toutes les villes qui mènent des politiques cyclables. Et donc la plupart des grandes villes françaises sont maintenant membres du club, à part Marseille, je crois qu'elles y sont toutes, toutes les grandes villes. Donc on représente une population d'environ 16 millions d'habitants qui sont donc concernés par des politiques qui sont menées. Alors au début, beaucoup de ces villes ont commencé par réintroduire des aménagements pour les cyclistes. Parce que la première question qu'on se posait évidemment, c'est comment mieux sécuriser le déplacement du cycliste pour attirer plus de cyclistes. Et donc on a fait fleurir des pistes cyclables, des zones 30, c'est-à-dire des zones dans lesquelles la vitesse est 30 km/h pour les voitures, pour les cyclistes aussi, mais ça c'est plus fréquent qu'on limite à 30 pour les cyclistes. Et donc progressivement donc des aménagements dans la ville. Et ainsi le vélo a repris progressivement sa place. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons au sein du club, c'est qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire que la question qui se pose maintenant, c'est aussi de changer l'image du vélo. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait montrer que le vélo n'est pas ringard, que c'est un élément des politiques de déplacement. Et ce qu'on constate dans des villes comme Lyon, par exemple, où on a mis en place le dispositif Vélove, c'est que le vélo est devenu, au contraire, le moyen de déplacement tendance, le moyen de déplacement moderne, celui qui, au contraire, sur lequel on a envie de s'afficher pour montrer qu'on est avec la ville qui bouge, avec la ville qui progresse. Je vois 18% donc de déplacements à vélo au Danemark, 13% en Suède, Belgique 10%, à peu près le même chiffre aussi en Suisse, 5,5% en Irlande et en Autriche, et vous allez me dire la France, on est à quoi, 3-4% de niveau Baupin à peu près? Oui, on est vraiment beaucoup trop bas. Donc là, vous avez raison, c'est une question de volonté politique, peut-être aussi de matraquage publicitaire fait sur l'automobile en France, parce que... c'est le premier annonceur. Exactement, 1 milliard d'euros chaque année est consacré à la publicité pour l'automobile. Et toute la fiscalité qui a été mise en place pour favoriser les véhicules diesel, dont on se rend compte aujourd'hui que de toute façon, le coût global pour l'usager est finalement plus élevé que le véhicule essence, mais que le coût pour la santé, par contre, est dramatiquement plus important. Mais il y a un côté complètement irrationnel, c'est toujours ça. C'est vraiment parce que c'est Peugeot qui est le premier constructeur de diesel. En France, on continue à favoriser ces véhicules. C'est un non-sens complet. Et ce qu'on constate, c'est que des pays comme le Danemark ou les Pays-Bas, si le vélo reste important, c'est qu'il n'a jamais diminué. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cherché à salir le vélo, à en faire un moyen de déplacement dégradé en quelque sorte. Et donc, en France, la reconquête prend plus de temps. Mais on avance bien, notamment sur la complémentarité transport collectif. Les régions, par exemple, commencent à bien comprendre que, puisqu'elles ont acquis la compétence des TER, des trains express régionaux, qu'il y a une vraie complémentarité à développer avec le vélo. Tenez, on va se faire un petit tour justement du côté de Lyon, s'il vous plaît, car à Lyon, on va rencontrer Gilles Vesco, qui est le vice-président du Grand Lyon, chargé donc de l'espace public et des nouvelles utilisations. Le but, là aussi, c'est de rééquilibrer les modes de transport urbain et l'utilisation de l'espace public. Et donc, il y a cette opération Vélove, qui a été vraiment lancée au printemps 2005. 4000 vélos, la contrepartie, c'est que le marché du mobilier urbain et abribus, avec publicité à la clé, donc est financé par la publicité, donc par Jean-Claude Decaux. Quel est le bilan, s'il vous plaît, Gilles Vesco, donc depuis que vous avez lancé cette opération à Lyon? Alors d'abord, le premier bilan, c'est qu'on a passé le cap des 3000 vélos et qu'on va installer 4000 vélos sur l'espace public de Lyon et Villeurbanne d'ici la fin de l'été. Donc en termes de chiffres, ça fait effectivement 350 stations en tout et on est impatient de voir le système abouti et voir comment il fonctionne à pleine charge. En 2 ans, puisqu'on fête le deuxième anniversaire là, aujourd'hui, le bilan est positif parce qu'il y a une adhésion massive de la population. 20 millions de kilomètres ont été parcourus pour 10 millions de trajets en 2 ans. On arrive aujourd'hui à des pointes de 26 000 locations par jour, le record étant... Oui, c'est des vélos qui ne chôment pas. D'ailleurs, ils se sont usés plus vite, il a fallu les réparer un peu plus. Le turnover est de 10. On espérait au début que chaque vélo sortirait au moins une fois par jour. Donc c'est vous dire le succès massif et populaire de Alors ce pourquoi ça a transport. fonctionné? Quelles ont été les clés du succès, à votre avis? Les clés de la réussite, c'est d'abord qu'on a doublé le nombre de stations par rapport à un nombre donné de vélos, par rapport à l'offre initiale que nous avait faite le prestataire JC Decaux. C'est-à-dire que dès le départ, on a dit pour 2000 vélos, c'est pas 100 stations, c'est 200 stations. Et ensuite, on a maintenu ce ratio. Alors, on les a un peu agrandis parce que face au succès. Et on a maintenu ce ratio qui fera que pour 4000 vélos, on aura 350 stations. Mais ça, c'est vraiment la clé, c'est la proximité. Il faut que vraiment, on ait quasiment du porte-à-porte et c'est ça qui fait le succès. Gilles Vesco, on rappelle simplement le principe. On va prendre effectivement son vélo sur une borne, donc il est adossé donc à un antivol, et on peut aller donc dans une autre station, plus loin évidemment dans Lyon, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de remettre le vélo à l'endroit où on l'a pris. C'est un système one-way, c'est-à-dire sens unique, et c'est ça qui fait la force. Mais pour autant, encore faut-il trouver une station très près du point de départ et très près du point
d'arriver pour créer l'effet d'aubaine et d'opportunité. DELF B2, deuxième exemple, compréhension de l'oral. Exercice 1. Bonsoir, c'est un geste ou une démarche très simple, mais qui peuvent, au sens propre, sauver des vies. Nous sommes à la veille de la journée mondiale du don du sang. Un Français sur 2 a déjà, certes, donné une fois son sang, mais 4% seulement le font chaque année. Or, nous dit-on, les besoins augmentent. Plus de 2,5 millions de dons de sang par an sont nécessaires pour faire face à la demande, outre le plasma et les plaquettes dont nous allons également parler, car vous êtes un certain nombre à nous interroger sur ces 2 points. Il faut dire qu'après les années noires liées au fameux scandale du sang contaminé, la confiance, heureusement, est revenue dans les produits sanguins. La sécurité est là, mais on manque de donneurs, notamment de donneurs réguliers. Et vous entendez parfois, y compris sur cette antenne, les centres de transfusion qui sont obligés de lancer des appels, des messages d'alerte pour faire face à la pénurie. En direct avec nous ce soir, réunis par Daniel Messager pour répondre à vos questions ou tout simplement écouter vos témoignages, 3 invités. Le professeur Jacques Hardy, président de l'EFS, l'établissement français du sang. Le docteur Bernard David, directeur médical de cet établissement français du sang. Et enfin, Michel Moncelier de la Fédération française pour le don du sang bénévole. Delphine Adol, bonsoir Delphine, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi je voulais témoigner par rapport à la fidélisation des donneurs. J'ai commencé à être donneuse de plaquettes en 98 aux régions parisiennes et suite à un déménagement en province, j'ai contacté l'établissement du sang dont je dépendais et la personne m'a répondu qu'il ne me connaissait pas en tant que donneuse et qu'il fallait de nouveau repasser par une consultation médicale ainsi que par une prise de sang pour être référencée chez eux. On devait me rappeler, ça n'a jamais été fait. Donc en gros, je ne donne plus depuis 1 an parce qu'il faudrait que je retourne dans mon ancien centre. Pourquoi n'y a-t-il pas, comme pour les dons de moelle, un référencement national des donneurs afin qu'ils puissent donner quel que soit le lieu où ils se trouvent, même en vacances? Oui, nous avons une organisation qui est soucieuse d'être à la fois proche des donneurs, bien évidemment, et puis proche des malades, proche des hôpitaux, des cliniques dans lesquelles les malades qui ont besoin de transfusion sont hospitalisés. S'agissant du maillage du territoire français, du territoire national, métropole et département d'outre-mer, qui est celui de l'établissement français du sang, 2 chiffres simplement. Nous avons 173 lieux de collecte fixes nationalement. Nous organisons chaque année 39 000, je dis bien 39 000 collectes mobiles. Si vous voulez savoir où vous pouvez donner, et si vous avez Internet, pardonnez-moi de le dire comme ça, allez sur le site dondusang.net ou par téléphone, appelez le 0 810 150 150. Exercice 2. Bonjour à tous, le sport est-il bon pour la santé? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui dans le dossier de la tête au carré avec notre invité, le docteur Stéphane Casquois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin du sport et chargé de cours à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et vous publiez justement chez Odile Jacob « Le sport est-il bon pour la santé ?» Vous allez nous expliquer s'il peut y avoir des risques de faire trop de sport ou de mal en faire. Et vous allez répondre aux commentaires et aux questions des auditeurs qui sont d'ailleurs déjà arrivées nombreuses sur le site de la tête au carré sur franceinter.com. C'est quand même une drôle de question, Stéphane Casquois, de se demander si on ne s'abîme pas la santé en faisant du sport. C'est vrai qu'en pratiquant a priori une activité physique, on a le sentiment de faire du bien à son organisme. On se tromperait sur cette question? Oui, alors c'est vrai que le sport, c'est finalement une sollicitation de tous les organes, notamment du cœur. Et cette sollicitation, quand tout va bien, elle est source d'adaptation et de renforcement. Mais si on abuse, elle est source d'agression. Et là, tout peut être dangereux. Et le cœur en particulier, c'est l'un des exemples les plus frappants. Oui, parce qu'il engage le pronostic vital, 1500 morts subites par an à cause du sport. Une mort subite, c'est par définition un décès brutal, sans cause apparente, chez quelqu'un qui se plaignait de rien, même chez un sportif en pleine forme. Donc cette mort subite, elle est finalement la décompensation d'une pathologie sous-jacente. Il y avait un problème cardiaque ignoré.
C'est l'adrénaline qui excite le tissu cardiaque Alors l'adrénaline, elle fait monter la fréquence cardiaque, elle réclame du coup plus d'oxygène pour le cœur, et si notre artère qui mène au cœur, nos fameuses coronaires, sont un peu bouchées, il va y avoir une mauvaise oxygénation du cœur, le cœur va s'ouvrir, va faire comme une crampe, et il va pouvoir à ce moment-là fibriller, on dit vibrer sur lui-même, ne plus être efficace, et provoquer une mort subite. Donc c'est un infarctus d'effort suivi d'une crampe. Hein. C'est un infarctus, puis en effet une crampe qui peut, elle, être fatale. Est-ce qu'on peut avoir des signes avant-coureurs de cette crampe du cœur? Alors justement, dans l'immense majorité des cas, il y a des signes avant-coureurs qui sont des douleurs dans la poitrine, des palpitations, des malaises et même des pertes de connaissance. Donc ce qui veut dire que le bilan médical initial se révèle très efficace. Il n'y a pas besoin d'examen sophistiqué, un bon interrogatoire, la Caisse primaire d'assurance maladie va me remercier, un bon interrogatoire structuré chez votre médecin, si vous lui en laissez le temps, hein, c'est-à-dire que lorsque vous venez pour votre licence de foot, il ne faut pas lui parler de votre licence après lui avoir parlé de votre angine. On prend rendez-vous pour sa licence et on prend le temps de réaliser un examen rigoureux. Maîtrise du poids, réduction du stress, régulation donc de la tension artérielle, ça ce sont les effets bénéfiques pour ceux qui pratiquent le sport. Est-ce que d'abord c'est le sportif assidu qui a le moins de chances d'avoir des problèmes de santé graves comparé au sportif occasionnel? Ah bah oui, parce que faire du sport, j'allais dire c'est dangereux, et être sportif c'est bénéfique. Tout tient dans cette formule. En effet, quand on fait du sport, on multiplie par 7 son risque de mort subite pendant le sport. Mais quand on est sportif, on ne multiplie que par 5. Alors que lorsqu'on commence à faire du sport, et lorsqu'on débute son activité, on la multiplie par 56. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que c'est très risqué de faire du sport quand on n'est pas sportif. Mais à tous les âges? À tous les âges. Alors, en effet, il y a 3 facteurs de risque essentiels qui sont souvent oubliés parce que les médecins n'y peuvent rien. C'est l'âge. C'est l'âge, et c'est le sexe. C'est-à-dire les individus de sexe masculin sont favorisés pour la crise cardiaque, ça on le sait, et un sportif est âgé quand il est âgé de plus de 40 ans. Donc c'est à 40 ans que les choses basculent. Est-ce qu'il y a des disciplines sportives qui sont plus indiquées pour, on va parler du cœur, protéger son cœur et donc être en forme? Oui, bien sûr, ce sont les sports d'endurance qui vont solliciter le cœur à intensité moyenne, la natation, le vélo, la course à pied. Ce peut être aussi des pratiques à domicile, où on va enchaîner une petite gym avec des contraintes légères. Ah, vous dites que le tennis n'est pas le sport idéal, pourquoi? Le tennis, c'est pas le sport idéal parce que il n'a pas la continuité requise. Il y a des accélérations et globalement la quantité d'énergie est pas énorme. Donc pour le cœur, c'est pas idéal parce que dans les facteurs de risque de la mort subite, on a l'intensité élevée, on a les irrégularités. Donc mieux vaut pédaler régulièrement que de s'octroyer des accélérations, des décélérations au tennis.